Isabelle Laurent poussa la porte de son appartement haussmannien dans le 16e arrondissement de Paris. Elle était revenue plus tôt que prévu de son voyage d'affaires à Lyon, espérant trouver un peu de repos après des semaines épuisantes. Mais au lieu du silence attendu, une voix douce et mélodieuse chantait sous la douche, une voix qu'elle reconnut immédiatement comme celle de Léa, la meilleure amie de Marie, sa femme décédée il y a 18 mois. Isabelle se figea sur le seuil, son sac de voyage glissant de son épaule. Le chant parlait d'amour perdu et de souvenirs, d'où une mélodie que Marie adorait autrefois. Comment Léa pouvait-elle être là dans sa salle de bain comme si elle était chez elle? Isabelle avait laissé Léa passer quelques jours pour l'aider à trier les affaires de Marie après une période particulièrement difficile de deuil. Mais ce voyage écourté changeait tout. Elle avança lentement vers la salle de bain, la porte entr'ouverte laissant échapper la vapeur et la voix claire. Léa chantait nue sous le jet d'eau, ses cheveux blonds collés à ses épaules. Isabelle sentit son cœur se serrer. La culpabilité l'envahit immédiatement. Marie était partie trop tôt, emportée par une maladie fulgurante, et maintenant sa meilleure amie se trouvait là dans l'intimité de leur ancien foyer. Isabelle recula discrètement mais trébucha contre une chaussure oubliée. Le bruit alerta Léa qui coupa l'eau et appela doucement. « Isabelle, qui est là ?» Isabelle répondit d'une voix tremblante, « C'est moi, je suis rentrée plus tôt. » Léa sortit rapidement enveloppée dans une serviette, son visage rougissant de surprise. « Je suis désolée Isabelle, je ne t'attendais pas avant la semaine prochaine. J'ai profité de ton absence pour ranger un peu. » Les deux femmes se firent face dans le couloir. Isabelle observa Léa, ses yeux verts brillants d'embarras et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait définir. Léa avait toujours été proche de Marie depuis l'université. Elles avaient partagé tout rire secret et même un appartement avant que Marie ne rencontre Isabelle. Après la mort de Marie, Léa était devenue un pilier pour Isabelle, l'aidant à naviguer le vide immense. Mais aujourd'hui cette proximité prenait une teinte nouvelle. Isabelle proposa du café pour dissiper le malaise. Elles s'installèrent dans la cuisine lumineuse donnant sur la tour Eiffel au loin. Léa expliqua qu'elle avait dormi sur le canapé car sa propre maison était en travaux. Isabelle hocha la tête mais son esprit tourbillonnait. Pourquoi cette présence la troublait-elle autant? Était-ce la solitude qui parlait ou quelque chose de plus profond? Léa parla de Marie avec tendresse, rappelant une soirée où elles avaient dansé sous la pluie à Paris. Isabelle sentit les larmes monter mais les retint. Elle ne voulait pas montrer sa vulnérabilité devant Léa. La conversation glissa vers le travail d'Isabelle, sa vie de PDG chez Technova, une entreprise innovante dans l'intelligence artificielle. Léa écoutait admirative. « Tu es si forte Isabelle. Marie serait fière. » Ce compliment toucha Isabelle mais réveilla aussi la douleur. Était-elle vraiment forte ou simplement survivait-elle? Après le café, Léa proposa de préparer le dîner. Isabelle accepta, sentant que refuser serait impoli. Pendant que Léa cuisinait, Isabelle rangea ses affaires. Son regard tomba sur une photo de Marie et Léa bras dessus bras dessous lors d'un voyage en Provence. La jalousie inattendue la piqua. Pourquoi cette image la dérangeait-elle maintenant? Le dîner fut simple mais chaleureux, pâtes à la sauce tomate et vin rouge. Elles parlèrent de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet de la perte. Léa raconta ses projets musicaux, elle composait des chansons pour un album sur le deuil et la résilience. Isabelle l'écouta, captivée par la passion de Léa. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante. Après le repas, Léa insista pour laver la vaisselle. Isabelle alla dans le salon et s'assit sur le canapé, fixant la nuit parisienne. Les souvenirs affluèrent. Marie et elle avaient construit cette vie ensemble contre vent et marée. Leur mariage, célébré discrètement en 2015, avait affronté les regards désapprobateurs de la famille de Marie, des catholiques conservateurs qui n'acceptaient pas leur union. Isabelle avait sacrifié beaucoup pour cet amour. Maintenant Marie partie, Léa était là et quelque chose en Isabelle changeait. Léa rejoignit Isabelle au salon, s'asseyant à distance respectueuse. « Merci de m'avoir laissé rester. Je sais que c'est dur pour toi. » Isabelle répondit d'une voix basse, « C'est moi qui devrais te remercier. Tu as été là quand personne d'autre ne l'était. » Le silence s'installa, chargé d'émotions non dites.
Léa mentionna qu'elle devait partir le lendemain pour un concert à Bordeaux. Isabelle ressentit un pincement inattendu à cette nouvelle. Pourquoi cette annonce la troublait-elle? Elles se souhaitèrent bonne nuit Léa sur le canapé, Isabelle dans sa chambre. Allongée, Isabelle ne trouva pas le sommeil. Elle repensa à la scène de la douche, à la voix de Léa, à sa propre réaction. La culpabilité la rongeait. Comment pouvait-elle ressentir une attirance naissante pour la meilleure amie de Marie? C'était une trahison. Pourtant le souvenir du sourire de Léa persistait. Le lendemain matin, Isabelle se leva tôt pour préparer le petit déjeuner. Léa apparut, les cheveux encore humides d'une nouvelle douche. Elles mangèrent en silence jusqu'à ce que Léa dise « Je pars dans 2 heures ». Isabelle proposa de l'accompagner à la gare. Léa accepta. Dans la voiture, la tension était palpable. Léa posa sa main sur celle d'Isabelle, un geste innocent mais électrique. « Merci pour tout Isabelle ». Isabelle retira sa main doucement mais le contact la brûlait. À la gare, elles s'embrassèrent sur les joues. Léa disparut dans la foule. Isabelle rentra seule, l'appartement soudain vide. Elle se servit un verre de vin et s'assit pour réfléchir. Cette rencontre avait ouvert une porte qu'elle pensait fermée à jamais. Mais le prix serait élevé. Sa famille à elle était tolérante mais celle de Marie la jugerait sévèrement. La société parisienne, progressiste en surface mais conservatrice dans les cercles d'affaires, pouvait se retourner contre elle. En tant que PDG, elle devait maintenir une image irréprochable. Pourtant, pour la première fois depuis la mort de Marie, elle se sentait vivante. Le conflit intérieur commençait à peine. 2 semaines passèrent après le départ de Léa. Isabelle plongea dans le travail, accumulant les réunions et les décisions stratégiques chez Teknova. Son équipe remarqua son énergie nouvelle mais personne n'osait poser de questions. Isabelle évitait de penser à Léa mais les messages occasionnels que Léa envoyait depuis Bordeaux ravivaient le trouble. Un soir, après une journée particulièrement stressante, Isabelle reçut un appel de la mère de Marie. Madame Duval voulait discuter des affaires de sa fille. Isabelle accepta à contre-cœur. Elles se retrouvèrent dans un café près du Luxembourg. Madame Duval alla droit au but. Isabelle, il est temps de tourner la page. Marie aurait voulu que tu sois heureuse mais pas avec n'importe qui. Isabelle fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Madame Duval révéla avoir vu Léa sortir de l'appartement le jour du retour d'Isabelle. Les rumeurs circulent dans notre cercle. Vous ne pouvez pas remplacer Marie par sa meilleure amie. Ce serait une insulte à sa mémoire. Isabelle sentit la colère monter. Léa est une amie précieuse, rien de plus. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas entièrement vrai. La rencontre avec Madame Duval raviva les doutes. Isabelle appela Léa ce soir-là pour la première fois depuis son départ. La voix de Léa était chaude et surprise. Isabelle, tout va bien. Elles parlèrent pendant des heures. Léa confia que le concert s'était bien passé mais qu'elle pensait souvent à Paris et à leur dîner. Isabelle osa demander pourquoi Léa était si proche de Marie. Léa hésita puis révéla que Marie et elle avaient partagé un lien profond, presque comme des sœurs mais avec des moments de confusion dans leur jeunesse. Rien de physique mais une affection intense. Cela troubla Isabelle encore plus. Était-ce possible que Léa ait aimé Marie différemment? La conversation devint intime. Léa admit que la mort de Marie l'avait dévastée et qu'aider Isabelle l'avait sauvée. Isabelle confessa sa solitude profonde. Elles raccrochèrent avec une promesse de se revoir bientôt. Quelques jours plus tard, Léa revint à Paris pour un enregistrement studio. Elle proposa de passer saluer. Isabelle accepta malgré l'avertissement intérieur. Léa arriva avec des fleurs et un disque démo de ses nouvelles chansons. Elles écoutèrent ensemble sur le canapé. Une chanson parlait de perte et de renaissance inattendue. Isabelle sentit les larmes couler. Léa essuya doucement sa joue. Le geste était tendre mais chargé. Isabelle recula. Léa, je ne peux pas. C'est trop tôt et trop compliqué. Léa hocha la tête, les yeux brillants. Je comprends. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens.
Isabelle demanda ce que tu ressens. Léa répondit honnêtement. Depuis des mois je te vois lutter et je veux être là pour toi, pas seulement comme amie. Isabelle se leva marchant vers la fenêtre. C'est impossible Léa. Marie est entre nous. Ma famille, la tienne, la société, tout s'oppose. Léa insista doucement. Et si nous laissions le temps décider? Elles passèrent la soirée à parler de leur peur. Léa raconta son coming out difficile à 20 ans et le rejet initial de sa famille. Isabelle parla de sa carrière construite pierre par pierre et de la peur de perdre tout si elle s'affichait avec une femme liée à Marie. La nuit avança et Léa proposa de rester dormir sur le canapé. Isabelle accepta. Au milieu de la nuit, Isabelle se leva incapable de dormir. Elle trouva Léa éveillée aussi. Elles parlèrent à voix basse jusqu'à l'aube. Léa prit la main d'Isabelle cette fois sans la lâcher. Isabelle ne retira pas la sienne. Le lendemain, elles partagèrent le petit déjeuner comme si une barrière avait cédé. Mais Isabelle savait que le prix serait élevé. Une réunion importante chez Teknova approchait où le conseil d'administration examinerait sa performance. Des rumeurs sur sa vie privée circulaient déjà à cause de la visite de Léa. Isabelle décida de se concentrer sur le travail pour éviter les émotions. Mais Léa envoya un message doux qui la fit sourire malgré elle. Le week-end suivant, elles se retrouvèrent par hasard à une exposition d'art à Beaubourg. Léa y exposait une toile inspirée par Marie. Isabelle fut touchée. Elles marchèrent ensemble dans les rues de Paris évitant les sujets lourds. Léa parla de sa musique et Isabelle de ses projets d'entreprise. Mais l'attirance grandissait. Lors d'une pause café, Léa confia qu'elle avait refusé une proposition de mariage d'un ancien petit ami parce que son cœur était ailleurs. Isabelle comprit le message implicite. Le conflit intérieur d'Isabelle s'intensifia. Elle consulta discrètement un thérapeute qui l'aida à explorer sa culpabilité. Le thérapeute souligna que le deuil ne signifiait pas l'arrêt de la vie. Pourtant, Isabelle craignait le jugement social. En France, l'acceptation des couples lesbiens progressait, mais dans les milieux d'affaires et familiaux conservateurs, les préjugés persistaient. Une confrontation arriva quand le frère de Marie appela furieux après avoir entendu des rumeurs. Il accusa Isabelle de salir la mémoire de sa sœur. Isabelle défendit son amitié avec Léa, mais le doute s'installa. Elle annula un dîner prévu avec Léa pour réfléchir. Léa envoya un message inquiet. Isabelle répondit qu'elle avait besoin de temps. Les jours suivants furent un tourment. Isabelle travailla tard refusant les appels. Mais le vide la rongeait. Elle réalisa que Léa avait apporté de la lumière dans sa vie sombre. Le sacrifice de continuer seule semblait trop lourd. Elle décida de revoir Léa pour clarifier. Isabelle invita Léa à un pique-nique au parc des Buttes-Chaumont pour une discussion franche. Léa arriva avec un panier de fromage et de fruits. Elles s'installèrent sur une couverture à l'ombre d'un arbre. Isabelle commença directement. Léa, je ne peux pas continuer comme ça. Chaque moment avec toi me rappelle Marie et en même temps me fait sentir vivante. Léa écouta patiemment puis répondit. Je ressens la même chose, Isabelle. Marie était ma meilleure amie, mais toi tu es devenue plus. C'est confus et effrayant mais réel. Elles parlèrent des conséquences possibles. Léa risquait le rejet de ses amis qui idolâtraient Marie. Isabelle risquait sa réputation professionnelle. Un investisseur clé chez Teknova était connu pour ses vues conservatrices. Si leur relation s'ébruitait, des contrats pourraient être perdus. Elles pesèrent les options. Continuer en secret ou assumer ouvertement. Léa proposa de prendre du temps séparément pour tester leurs sentiments. Isabelle accepta, mais le lendemain elle regretta. Un incident au travail aggrava tout. Lors d'une réunion, un collègue fit une remarque subtile sur sa vie privée. Isabelle se sentit exposée. Elle appela Léa en panique. Elles se retrouvèrent dans un petit café discret. Léa calma Isabelle avec douceur. Peut-être que nous devrions être honnêtes. Isabelle résista. Non, pas maintenant.
La pression familiale augmenta quand les parents de Marie organisèrent un dîner commémoratif. Isabelle y assista seule. Pendant le repas, Madame Duval mentionna Léa avec suspicion. Isabelle défendit Léa vigoureusement, ce qui alimenta les soupçons. En rentrant, elle pleura seule. Léa vint la consoler sans invitation. Leur étreinte fut longue et chargée d'émotions. Pour la première fois, Isabelle admit. « J'ai peur de te perdre aussi. » Léa répondit « Je ne vais nulle part. » Mais les choix difficiles arrivaient. Une opportunité professionnelle s'offrit à Isabelle, un poste encore plus élevé à New York. Accepter signifiait quitter Paris et peut-être Léa. Elle hésita longtemps. Léa encouragea Isabelle à suivre ses rêves, mais son regard trahissait la tristesse. Isabelle déclina l'offre, préférant rester pour explorer cette connexion naissante. Le prix fut immédiat, une promotion bloquée au travail. Ses supérieurs la jugèrent moins ambitieuse. Isabelle affronta son patron qui évoqua des rumeurs sur sa vie personnelle. Isabelle le défia calmement. « Ma vie privée n'affecte pas mon travail. » Mais intérieurement elle tremblait. Léa et elle décidèrent de passer un week-end ensemble à la campagne normande pour réfléchir. Là, dans une petite auberge, elles parlèrent longuement de leur vie passée. Léa raconta son parcours musical difficile après avoir quitté un conservatoire prestigieux pour suivre son cœur. Isabelle partagea ses luttes pour gravir les échelons en tant que femme lesbienne dans la tech. La confiance grandit. Un soir, sous la pluie, elles s'embrassèrent pour la première fois. Ce baiser fut doux et hésitant, chargé de culpabilité et de désir. Après, elles restèrent silencieuses. Isabelle dit « C'est mal et en même temps si juste. » Léa répondit « Nous devons assumer le prix. » De retour à Paris, la réalité frappa. Le frère de Marie confronta Léa directement, l'accusant de trahir leur amitié. Léa défendit leur relation naissante, mais la dispute fut violente. Léa en sortit blessée émotionnellement. Isabelle la soutint mais se sentit responsable. Les amis communs se divisèrent, certains soutenant le nouveau couple, d'autres le condamnant comme une insulte à Marie. Isabelle perdit contact avec plusieurs connaissances. Sa mère, à elle plus ouverte, l'encouragea discrètement mais avertit des conséquences sociales. Le conflit intérieur culminait. Isabelle questionnait ses choix quotidiens. Était-elle égoïste de poursuivre cet amour? Léa proposa une thérapie de couple pour naviguer la culpabilité. Elles commencèrent les séances qui aidèrent à clarifier leurs émotions. Isabelle réalisa que l'amour n'effaçait pas le passé mais l'honorait en permettant la guérison. Une crise majeure arriva quand un article anonyme parut dans un journal économique insinuant une relation inappropriée entre Isabelle et une amie proche de sa défunte épouse. Le conseil d'administration convoqua Isabelle. Elle dut mentir partiellement pour protéger Léa, affirmant qu'il s'agissait de rumeurs sans fondement. Cela l'arrangeait. Léa offrit de s'éloigner temporairement pour sauver la carrière d'Isabelle. Isabelle refusa. « Nous ne nous cacherons plus. » Le sacrifice était partagé. Elles décidèrent d'assumer publiquement leur relation. L'annonce publique de leur relation causa un tsunami. Les médias sociaux s'enflammèrent, certains soutenant leur courage, d'autres les critiquant sévèrement. Chez Technova, plusieurs investisseurs menacèrent de retirer leurs fonds. Isabelle affronta le conseil dans une réunion tendue. Elle défendit son droit à une vie privée tout en prouvant ses résultats exceptionnels. Le vote fut serré mais elle conserva son poste au prix de concessions stratégiques. Léa subit le backlash dans son milieu artistique. Une galerie annula une exposition prévue. Léa pleura dans les bras d'Isabelle. Le prix était concret. La famille de Marie coupa tout contact, envoyant une lettre formelle de désapprobation. Isabelle se sentit orpheline émotionnellement. Pourtant Léa et elle se soutenaient mutuellement. Elles organisèrent une petite fête intime avec les amis fidèles pour célébrer leur union naissante. Là, elles dansèrent lentement sur une chanson de Léa dédiée à leur histoire. Le moment fut doux mais teinté de mélancolie. Isabelle confia à Léa ses doutes persistants. « Et si nous faisions une erreur ?» Léa répondit « L'erreur serait de ne pas essayer. »
Elles voyagèrent ensemble à Marseille pour s'échapper. Sur la côte, elles marchèrent sur la plage discutant de l'avenir. Léa voulait composer un album sur leur parcours. Isabelle projetait de lancer une initiative chez Teknova pour l'inclusion LGBT. Ces projets les unissaient. Au retour, une nouvelle confrontation les attendit. Le père de Marie accusa publiquement Léa de manipulation dans un entretien local. Léa répondit avec dignité lors d'une interview radio expliquant que l'amour n'était pas une trahison mais une continuation de la vie. L'opinion publique se divisa. Certains changèrent d'avis voyant leur authenticité. Isabelle reçut des messages de soutien inattendus de collègues. Le vent tournait lentement. Cependant, le coût personnel restait lourd. Isabelle perdit un contrat majeur avec une entreprise conservatrice. Léa annula plusieurs concerts par manque de confiance. Elles traversèrent une période de doute intense. Une nuit, Isabelle craqua avouant qu'elle se sentait responsable de la douleur de Léa. Léa la rassura. Nous choisissons ensemble. Leur relation s'approfondit malgré les tempêtes. Elles partagèrent des routines quotidiennes, cuisinant ensemble, écoutant de la musique et soutenant les rêves de l'autre. Isabelle emmena Léa à une réunion d'affaires importante pour la présenter subtilement comme partenaire. Ce geste symbolique renforça leur lien. La famille d'Isabelle organisa une rencontre prudente. Sa mère accepta Léa progressivement, voyant le bonheur de sa fille. Cela apporta un soulagement. Mais les parents de Marie restaient inflexibles. Isabelle tenta une dernière médiation par lettre expliquant son amour pour Marie et maintenant pour Léa. Pas de réponse. La douleur persistait. Au travail, Isabelle mit en place des formations sur la diversité. Son initiative fut saluée par certains mais critiquée par d'autres comme opportuniste. Léa composa une chanson sur le courage de s'aimer malgré tout. Elles l'enregistrèrent ensemble, un moment cathartique. La tension culmina lors d'une cérémonie de remise de prix où Isabelle fut honorée pour son leadership. Dans son discours, elle mentionna discrètement l'importance du soutien personnel. Les applaudissements furent mitigés mais sincères pour beaucoup. Après la cérémonie, Léa et Isabelle célébrèrent en privé. Elles parlèrent de mariage futur, peut-être discret. Mais le prix continuait. Un ancien ami de Marie confronta Isabelle, l'accusant de profiter de la mort de Marie. Isabelle répondit avec calme que l'amour n'effaçait pas la mémoire mais l'enrichissait. La discussion apaisa partiellement les tensions. Léa et Isabelle décidèrent d'emménager officiellement ensemble, symbolisant leur engagement. Elles réaménagèrent l'appartement intégrant les souvenirs de Marie avec respect. Ce geste marqua une étape de guérison. Les mois passèrent et la société s'habitua progressivement à leur couple. Des associations LGBT les contactèrent pour des témoignages. Elles acceptèrent pour aider d'autres. Le voyage intérieur de chacune vers l'acceptation avançait. Isabelle surmonta sa culpabilité en honorant Marie à travers des actions caritatives au nom de sa défunte épouse. Léa intégra des thèmes de résilience dans sa musique. Leur amour mûrissait. 1 an après leur première étreinte, Isabelle et Léa vivaient une vie plus stable. Les tempêtes initiales s'étaient calmées bien que des échos persistaient. Chez Teknova, Isabelle avait consolidé sa position grâce à des résultats solides et à son initiative inclusive qui attira de nouveaux talents. Léa sortit son album qui rencontra un succès modéré, touchant des cœurs avec ses paroles authentiques sur le deuil et le renouveau. Elles voyageaient souvent ensemble, découvrant des régions de France comme la Bretagne ou les Alpes. Chaque voyage renforçait leurs liens. Cependant, les défis n'avaient pas disparu. La famille de Marie maintenait le silence complet. Cela blessait Léa particulièrement car elle avait perdu non seulement une amie mais une famille de cœur. Isabelle proposa une dernière tentative de réconciliation en envoyant des photos de leur vie heureuse sans forcer. Aucune réponse. Elles apprirent à vivre avec cette perte supplémentaire. Socialement, elles fréquentaient un cercle d'amis progressistes qui les soutenaient sans réserve. Mais dans les événements professionnels, Isabelle sentait encore des regards. Elle choisit d'ignorer en se concentrant sur l'essentiel. Leur relation n'était plus un secret mais un choix assumé.
Un soir lors d'une fête d'anniversaire pour Léa, Isabelle lui offrit une bague simple symbolisant leur engagement. Léa accepta, les larmes aux yeux. Elle ne se mariait pas légalement tout de suite, préférant laisser le temps guérir les plaies. Isabelle réfléchissait souvent au prix payé. Elle avait perdu des contrats, des relations familiales et une partie de sa tranquillité. Léa avait sacrifié des opportunités artistiques et affronté des critiques publiques. Pourtant elle s'accordait sur le fait que l'amour valait ses sacrifices. La conscience sociale grandissait en France avec des débats sur l'inclusion. Leur histoire inspira plusieurs articles positifs qui aidèrent à normaliser les relations post-deuil. Isabelle participa à une conférence sur la santé mentale des dirigeants où elle évoqua l'importance du soutien émotionnel. Léa composa une nouvelle chanson dédiée à Isabelle qui devint leur hymne personnel. Dans les moments calmes, elle parlait de Marie avec tendresse, maintenant sans jalousie. Marie faisait partie de leur histoire et elle l'honorait. Un week-end, elles visitèrent la tombe de Marie ensemble, déposant des fleurs et partageant des souvenirs. Ce rituel apporta la paix. Isabelle sentit une libération intérieure. Elle n'était plus prisonnière de la culpabilité. Léa exprima sa gratitude pour avoir trouvé en Isabelle une partenaire qui comprenait ses luttes créatives. Leur quotidien était fait de petits bonheurs, cafés partagés, promenades le long de la Seine et projets communs. Isabelle lança un programme de mentorat pour femmes dans la tech. Léa enseignait la musique à des enfants défavorisés. Ces actions leur donnaient un sens plus large. Pourtant, une dernière épreuve arriva quand un scandale mineur ressurgit des rumeurs anciennes. Isabelle dut témoigner devant le conseil une fois de plus. Elle répondit avec assurance et transparence. Le soutien de Léa fut crucial. Après cette épreuve, elles partirent en vacances en Provence, se rappelant les voyages de Marie. Là, elles prirent la décision de formaliser leur union l'année suivante. La vie continuait avec ses joies et ses ombres. Isabelle et Léa avaient traversé le feu du conflit intérieur, de la pression familiale, des préjugés sociaux et des choix moraux controversés. Elles en étaient sorties plus fortes, conscientes que chaque décision avait un coût mais aussi une récompense. Leur amour prouvait que la résilience pouvait naître de la perte. Est-ce que poursuivre cet amour né de la perte est une décision juste ou une trahison envers la mémoire de la défunte ?